Salut et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Série Talks. Nous allons aujourd'hui vous parler de la série phare de Disney+, The Mandalorian. Si vous avez un peu suivi l'actualité, vous avez sûrement dû entendre parler de cette série à travers le lancement de la plateforme Disney+. Il faut savoir que The Mandalorian a spécialement été créé pour ce lancement et que Disney mise beaucoup sur ce show pour attirer de nouveaux abonnés. Oui, et en premier lieu, les nombreux fans de Star Wars. Mais pas que, puisque comme vous allez le voir, cette série a le potentiel pour séduire un public beaucoup plus large. Et pour analyser The Mandalorian, nous allons vous donner nos points de vue sur les aspects techniques comme les décors, le maquillage, les effets spéciaux, mais aussi sur le côté scénariste comme l'histoire ou l'intrigue et enfin sur le jeu des acteurs. Et comme vous allez le voir, The Mandalorian est une série prometteuse mais pas exempte de tout reproche. Alors asseyez-vous, accrochez vos ceintures et préparez-vous à passer en hyperespace direction Tatooine. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Pour commencer, voici d'abord quelques informations utiles pour le show. La première saison s'étire sur 8 épisodes d'une quarantaine de minutes chacun. La série est basée sur l'univers de Star Wars, mais Disney a voulu ici s'éloigner du côté Luke Skywalker de la franchise. Alors ne vous attendez pas à retrouver Chewbacca en train de hurler pendant que Han Solo lui brosse son pelage noueux. Ah oui, je vois le tableau. Ça me fait penser, elles font comment les femelles Wookiee pour s'épiler? Mais quelle question, Anna? Bah à la cire, voyons. Mais on s'éloigne là. On va plutôt sans attendre aborder le côté technique de la série. Pour moi, les scénaristes ont clairement voulu ici revenir au côté old school des premiers films de George Lucas. Les planètes, les cantines, les vaisseaux, tout rappelle les Star Wars des années 80. Et je peux vous dire que visuellement parlant, c'est très réussi. Oui, je trouve aussi. On retrouve d'ailleurs cette ambiance western qu'avaient perdu les films Star Wars récents. Et à mon avis, c'est en partie grâce à cette atmosphère que la trilogie originale a eu autant de succès. C'est justement pour ça que j'ai voulu en savoir un peu plus sur les moyens employés et j'ai découvert que l'équipe d'Industrial Light and Magic en charge des effets spéciaux avait utilisé un procédé inédit pour réaliser les décors et les effets spéciaux. La plupart des gens savent de nos jours comment on réalise ce genre de choses. Les acteurs tournent leur scène devant un fond vert et on incruste les décors et les effets spéciaux à l'aide d'ordinateurs en post-production. Oui, et ce n'est pas génial pour eux parce qu'ils n'ont aucun repère et se retrouvent vite désorientés. Exactement, mais c'était sans compter sur nos petits gars de chez ILM qui ont su trouver une solution originale. Au lieu de faire comme tout le monde, ils se sont dit qu'ils allaient créer les décors en amont et directement les projeter sur scène le jour du tournage à travers des écrans LED géants. Ah oui, pas mal. Et ce n'est pas tout, puisque ces écrans sont en plus dynamiques et dès que le réalisateur bouge la caméra, tout le décor se met à bouger avec elle. Je comprends mieux maintenant pourquoi ils sont si réussis dans The Mandalorian. D'ailleurs, c'était le premier point qui m'avait plu à moi aussi. Dès les premières images, on voyait que la série n'allait pas être un Star Wars au rabais. Oui, comme tu dis, on a trop souvent vu des séries de science-fiction bâcler le côté technique, alors que c'est pourtant primordial pour ce genre de show. Et c'est justement, à mon avis, une autre raison du succès de la saga Star Wars. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les techniques utilisées étaient presque toutes à la pointe de la technologie. C'est vrai, oui. Ça peut nous paraître dépassé aujourd'hui, mais dans ta jeunesse, ça devait être quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais même pas née à cette époque-là. Ou alors à peine. Mais l'âge a ses avantages, l'expérience. Et malgré que je ne sois pas une grande fan de Star Wars, je peux quand même t'apprendre où se situe The Mandalorian dans la chronologie de la saga. Moi. Je dois t'avouer que de ce côté-là, je suis un peu perdue. Entre les films originaux, les préquels, les séquelles, les spin-offs, j'en ai la tête qui tourne. Et tu n'es pas la seule. L'intrigue de The Mandalorian se déroule 5 ans après la chute de l'Empire qu'on a pu voir dans le film de 1983, Le Retour du Jedi. C'est vieux. Oui, mais c'est aussi l'un des meilleurs. C'est là que Luke tranche la main de... Je suis ton père. Avant que celui-ci, mourant, ne balance Palpatine dans le vide. Inoubliable. Mais c'est aussi 25 ans avant l'émergence du premier ordre décrit dans le film du Réveil de la Force sorti en 2015. D'accord, je vois un peu plus clair maintenant. Mais à mon tour d'expliquer un peu plus le contexte de la série. À l'époque de The Mandalorian, l'Alliance rebelle qui venait de vaincre l'Empire galactique de l'Empereur Palpatine s'était réorganisée pour former la Nouvelle République, un gouvernement démocratique censé apporter paix et stabilité dans toute la galaxie. Enfin presque, parce qu'il existait des régions au-delà desquelles cette alliance n'avait aucune emprise. Ce sont les territoires de la bordure extérieure. Un endroit peuplé de hors-la-loi et de fugitifs de toute espèce essayant d'échapper à la justice. Je vous ai fait un petit croquis pour que vous compreniez mieux. Waouh, super dessin, tu as raté ta vocation, dis donc. Ah ah, hilarant. En tout cas, c'est dans cet endroit sans foi ni loi qu'évolue notre chasseur de primes, Mando. Ah oui, Mando et son look de cow-boy de l'espace. On a l'impression de se retrouver dans un western galactique tant tous les codes de ce type de film y sont. Les costumes, le maquillage, les montures, les fusillades à gogo, de ce côté-là, je n'ai pas été déçue. L'ambiance est absolument géniale.
Tout à fait d'accord, l'allure de notre héros est vraiment très réussie. Son armure lui donne ce côté redoutable que l'on s'attend à trouver chez un chasseur de primes. Et son casque, qui n'enlève d'ailleurs que très tard dans cette première saison, si tu as remarqué, ne fait qu'accentuer ce côté mystérieux. Il y a un autre point positif que je voudrais ajouter, les animations. Que ce soit celles des créatures, des montures, des véhicules ou des droïdes, elles sont dignes d'une super production. Et si je ne devais donner qu'un seul exemple, ce serait celui du combat entre le droïde et les mercenaires. C'est pour moi ce qui illustre le mieux le niveau de maîtrise atteint par les équipes chargées des animations. On ne se lasse pas d'observer ce robot, raide comme un piquet, faire tourner ses différentes parties en sens inverse tout en dégommant ses adversaires, une main devant, une derrière, c'est anthologique. Oui, c'est effectivement ça. Difficile de prendre ce Mandalorian en défaut du côté technique. Tu aurais aussi pu citer la scène du Rhino ou des Blurg, mais quoi qu'il en soit, cette série est quasiment irréprochable du côté technique. Et pour ma part, j'aurais aussi une petite mention pour les équipes maquillage qui ont fait un boulot extraordinaire sur la petite créature craquante de la fin du premier épisode. Mais je ne vous en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir cette surprise par vous-même. Je pense que vous l'aurez déjà compris rien que par la longueur de cette première partie. C'est sur l'aspect technique que la série est la plus impressionnante, en commençant par le générique, court mais tellement efficace. Mais surtout par cette capacité de Disney de prendre des décors, des acteurs et des effets spéciaux, de mélanger le tout pour en faire quelque chose de cohérent. Alors vous allez me dire que la technologie Stagecraft y est sûrement pour quelque chose. Et je vous répondrai que oui, probablement, mais il doit sûrement y avoir plus que ça. Oui, c'est ce que je pense aussi. Disney est avant tout connu pour ses films d'animation qui bénéficient tous d'un côté technique sans faille. Alors il se devait quand même de perpétuer cette tradition pour une série dans laquelle il mettait tant d'espoir. Très bien, passons maintenant à l'aspect scénario et intrigue. Et comme on vous le disait au début, la série n'est pas parfaite. C'est là que l'on retrouve quelques légèretés et raccourcis scénaristiques. Ça ne veut pas dire que le scénario soit mauvais, non pas du tout. L'idée d'une série sur un chasseur de primes dans les confins d'une galaxie est plutôt bien vue. C'est juste qu'il manque un peu de profondeur dans l'histoire et les personnages. Oui, j'avais remarqué la même chose. La plupart du temps, les différents protagonistes se font zigouiller bien avant que l'on puisse s'attacher à eux. Oui, et en plus, il n'y a pas vraiment de fil conducteur à travers la première saison, à part l'intrigue principale. Le reste est un peu trop décousu pour moi. Mando arrive sur une planète, il rencontre de nouveaux personnages, fait ce qu'il y a à faire et puis s'en va, et ainsi de suite. J'avais un peu le même sentiment, comme si c'était l'histoire qui était au service de la technique et pas l'inverse. Du genre, hey Bob, ce serait sympa de faire une scène sur une planète luxuriante. Super idée, John, voyons voir comment on pourrait adapter le scénar à ça. Bob et John? Sérieusement? Mais quoi? Non, rien, bref. Vous l'aurez compris, c'est du côté du scénario que la série pêche le plus. Pas si vite. S'il y avait quand même un bon point à mettre de ce côté-là, ce serait sur la partie humour. Il y a quand même quelques scènes qui sont assez drôles, notamment avec les Blurg ou le droïde. C'est vrai, merci de le souligner, mais on ne va pas vous en dire plus, on vous laissera les découvrir par vous-même. Et on en arrive au dernier point, le jeu des acteurs. Et là les gars, je ne sais pas trop quoi vous dire. Mando est casqué quasiment en permanence. Et si je vous disais qu'on ne voyait son visage que quelques instants dans la première saison, vous comprendrez vite qu'il serait inutile d'essayer de juger son jeu à travers ses expressions faciales ou ses émotions. Il ne nous reste donc plus que son langage corporel et la façon dont il parle. Mais là en revanche, c'est du tout bon. Mando se déplace, s'exprime et agit comme on s'attendrait d'un chasseur de primes redoutable. On voit que cette partie a bien été travaillée. Maintenant, en ce qui concerne les autres personnages, il y a bien l'officier impérial et surtout son supérieur que l'on a déjà pu voir dans Breaking Bad qui sortent un petit peu du lot, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Oui, c'est vrai. On peut dire que tous les acteurs sont bons et surtout il n'y a pas une fois où je me suis dit « Ah, c'est mal joué ». Mais rien qui vaille une mention spéciale non plus. Et en tout cas, ils font le job et c'est le principal. Voilà les gars, on arrive maintenant au bout de notre voyage. On vient de parcourir les 6 parsecs qui nous séparaient de Tatooine et je peux déjà voir ces deux soleils approchant à toute vitesse. Cela risque de secouer un peu, alors restez bien assis sur vos sièges jusqu'à l'arrêt complet du vaisseau. Moi en tout cas, je vais vous laisser là, j'ai enfin pu avoir une interview avec Obi-Wan, alors j'espère que vous avez fait un agréable vol en notre compagnie et on vous souhaite un agréable séjour sur la planète aux deux soleils. Toute l'équipe de Série Talks vous remercie de votre fidélité et à très bientôt. Et si vous avez envie de connaître notre avis sur la plateforme Disney+, n'hésitez pas à regarder notre vidéo dont le lien s'affiche juste là. Est-ce que le monde vit enfin en paix depuis la Révolution? Il est regrettable que votre peuple ait souffert autant.
Le risque zéro n'existe pas dans votre profession. Il a dit que vous alliez passer. Que vous étiez le meilleur de tout le parsec. Êtes-vous de mon avis? Mandalorien. Regardez dehors. Votre réputation n'était pas usurpée.